Donc, je suis Julien Bergeau, je suis responsable développement et grands projets pour Green City Immobilier, un promoteur immobilier national, mais basé à Toulouse, et qui s'est monté à Toulouse. Donc, on est un acteur majoritaire, je pense, sur la région. Je suis là pour vous parler de deux sujets, donc je vais faire assez vite pour ne pas être trop long. Deux sujets concrets qui sont en cours de travaux. Le premier, c'est une de nos résidences que vous voyez à l'écran qui s'appelle Jardin de Diane, qui est une opération de 38 logements à Tournefeuille, qui a atteint des performances en termes de bilan carbone exceptionnelles. Donc, je vais vous expliquer avec Laurine, qui est l'architecte du projet, le cabinet TAM, comment on y est arrivé. Et la deuxième, ça sera sur une opération qui est également en cours, donc pas loin d'ici, sur la route de Revel. Alors ça fait partie de Toulouse, mais c'est à la limite entre Toulouse et Saint-Orens, donc au droit du Leclerc, Saint-Orens. C'est une opération qui s'appelle l'Orival, qui est composée de 126 logements, sur lesquels on a mis en place un système de recyclage des eaux grises pour les réinjecter à l'intérieur du bâtiment dans les chasses d'eau des WC et dans l'arrosage, ce qui permet de faire des économies conséquentes d'eau potable. Voilà. Donc, on va d'abord commencer par Jardin de Diane. Je vais laisser un peu Laurine présenter globalement l'opération. Dans un premier temps, juste je vous montre un peu les partenaires qui ont permis de réaliser cette opération. Donc, vous avez un cabinet d'architecture, donc TAM Architecture. Le maître d'œuvre d'exécution, c'est le cabinet SCBA qui coordonne les travaux. Le bureau d'études thermiques, c'est ABM Énergie Conseil qui nous accompagne sur toutes nos opérations d'ailleurs. On pourrait rajouter à ça également le bureau d'études structure bois-béton qui est IB2M, vu que vous allez voir la superstructure est majoritairement réalisée en bois. Bon voilà, j'ai fait un peu le tour. Je laisse maintenant la parole à Laurine pour vous expliquer un peu le contenu architectural de cette opération. Bonjour, oui, donc je suis Laurine Bigou, je suis architecte chez TAM Architecture. Donc on est une jeune agence, enfin récente agence qui a été créée en 2021. On compte 8 architectes dont 2 associés. Donc pour vous présenter rapidement ce projet, ça a été le fruit d'un travail de collaboration entre à la fois la mairie de Tournefeuille et notre porteur de projet ici, Green City. Pour expliquer un petit peu le contexte, on a essayé de trouver un compromis entre la volonté de densification du bâti par les pouvoirs publics, puisqu'on se situe sur un quartier proche des centres urbains, et le respect de l'habitat environnement dans lequel on s'implante. Donc les principaux moteurs, ça a été d'une part, comme je disais, l'intégration au site, donc limiter la hauteur des bâtiments, même si le PLU nous autorisait à monter bien plus haut, faire dialoguer le projet avec le quartier, créer un maximum d'espaces verts, où là on a eu tout un travail autour du végétal, notamment avec l'utilisation d'essences locales et adaptées au site. Et ensuite alterner le bâtiment, les vides et les pleins, pour créer des transparences et des îlots de fraîcheur. L'autre point, ça a été apporter une belle valeur d'usage à ces logements. Donc ça passe par bien orienter nos bâtiments, faire en sorte d'avoir au maximum des logements qui soient bi-orientés avec une ventilation naturelle. Et ensuite s'adapter au climat et proposer des bâtiments qui sont peu énergivores. Et ça, je laisserai Julien en parler plus en détail. Et le dernier point, donc, comme mes confrères l'ont dit plus tôt, c'est de réduire au maximum notre bilan carbone. Et donc, c'est là que la matérialité de ce bâtiment est intervenue en utilisant du bois pour créer des façades à ossature bois. Donc là, le travail du bois, ça passe par le bois qu'on choisit, choisir un bois qui soit adapté. Et ensuite, c'est comment faire en sorte de protéger nos façades à la fois de la pluie et de l'ensoleillement. Et là, on a essayé de travailler sur des avant-toits qui sont profonds, des balcons filants pour protéger ces façades et protéger l'intérieur des logements, les protéger de la chaleur. Voilà. Ensuite, bien évidemment, on a été contraint par un principe structurel et un principe technique qui nous a imposé l'utilisation du béton, mais limité. Et là, on a choisi de travailler sur un béton matricé pour apporter une petite force à ce projet et voilà, utiliser cette contrainte comme une force. Voilà. Je laisse Julien peut-être vous parler des performances.
Tout à fait, effectivement. Ce pourquoi nous sommes là aujourd'hui, c'est d'abord pour vous parler de la performance énergétique et environnementale de cette opération. Donc, c'est une opération, il ne doit pas y en avoir beaucoup en France, qui a atteint le seuil 2031 de la RE 2020. Donc, à une époque où la RE 2020 venait juste de sortir. Hein. Donc, on s'est imposé justement de dégrossir un peu le travail pour les années à venir, c'est-à-dire qu'on s'est imposé d'atteindre l'objectif maximal qui nous sera imposé en 2031, tout en restant dans des épures économiques valables pour un promoteur immobilier. Vous n'êtes pas sans savoir qu'un promoteur immobilier, il est là pour dégager de la marge, il n'est pas là pour faire, voilà, pour faire plaisir. Donc nous, notre but, c'était de construire une opération viable, environnementalement exemplaire, mais aussi avec un coût de construction raisonnable et capable d'être reproduit. Voilà. Donc, c'est quelque chose qui a été fait sur cette opération-là, qui est en train de sortir de terre. On a fini toutes les élévations, tous les toits, les toitures. Donc, on est en train de faire les aménagements intérieurs à l'heure actuelle. Donc, Laurine vous a un peu parlé de la matérialité. On y revient un peu sur cette slide où on voit donc comment est composé le bâtiment. Donc d'abord, on a le soubassement en béton matricé qu'elle vous expliqué tout à l'heure. Ça permet de rajouter de la pérennité aux façades au rez-de-chaussée pour éviter qu'il y ait des bardages bois qui se fassent trop abîmer sur les rez-de-chaussée. Ça les protège également des intempéries et des rejaillissements liés à la pluie. Et à partir du R+1, on est parti donc sur des murs, des façades ossature bois. Je vous décrirai un peu plus tout à l'heure comment elles sont composées. Le tout donc avec un bardage bois en Douglas, voilà, en Douglas qu'on a choisi volontairement pré-grisé pour éviter des effets de nuance dans le temps du bois qui a tendance à griser avec le soleil. Donc là, on l'a choisi pré-grisé. Ensuite, il y a une belle charpente bois complète sur tout le bâtiment avec des gros avant-toits de 2 mètres en charpente traditionnelle qui permettent effectivement de protéger les façades contre les apports thermiques d'été. Voilà un peu. Donc, je vais vous montrer un petit peu sur la slide suivante la réalisation en cours de chantier pour que vous compreniez mieux. Donc sur la grosse photo, on voit donc je suis au R+1 depuis l'intérieur d'un bâtiment. On voit comment sont composés les murs ossature bois. Donc ils arrivent tout près avec l'ITE, donc l'isolant par l'extérieur, et le pare-pluie ainsi que l'ossature de bardage. Ils sont posés donc à l'avancement. Donc dès qu'un plancher est coulé, il y a l'équipe de charpente qui vient poser les murs ossature bois. Et vous pouvez distinguer sur la photo que cette ossature bois sert de coffrage à une structure béton, de fond de coffrage. Donc on arrive à voir sur la photo côté intérieur un poteau béton et des poutres. Voilà, donc le bois n'est pas porteur sur cette opération. Le bois ne vient qu'en remplissage. Notre objectif, c'était d'utiliser le béton au minimum, mais il a quand même de gros avantages, notamment structurels. Donc on a voulu garder cette propriété-là. Et d'ailleurs, tous les planchers sont également 100% en béton pour leur inertie et pour leur tenue au feu. Voilà, on a essayé de garder ce matériau-là par parcimonie parce que pour nous, c'est indispensable dans la construction moderne d'en conserver, notamment pour rester sur des épures économiques viables. Donc ensuite, bien sûr, une fois que le gros œuvre est terminé, on vient remplir les montants en ossature bois avec de l'isolant. En l'occurrence, là, on a choisi de la laine de verre. Donc, si je devrais vous réexpliquer la composition de cette paroi, en partant de l'extérieur, donc on a 6 cm d'isolant par l'extérieur. Ensuite, on a un mur ossature bois qui fait 20 cm d'épaisseur, rempli d'isolant donc en laine de verre. Et à l'intérieur, pour l'acoustique notamment, pas que pour le thermique, mais surtout pour l'acoustique, on a rajouté un doublage intérieur de 6 cm supplémentaires. Donc voilà la composition de cette paroi. Et bien sûr, à l'extérieur, il y a la finition avec le bardage. Sur la photo suivante, justement, vous allez voir, on commence à poser du bardage sur un des 3 bâtiments. Voilà, on commence à le voir. Donc, on a complété ça avec donc des panneaux photovoltaïques sur les toits en autoconsommation qui viennent donc alimenter et couvrir l'ensemble des besoins de chaque bâtiment en termes de parties communes. Donc, pour résumer les performances de l'opération, donc elle respecte les seuils 2031 de la RE 2020.
ce qui représente donc une économie, on va dire, l'IC Énergie de 85% par rapport à ce que nous impose la RE 2020. Alors l'IC Énergie, c'est le poids carbone de l'énergie qu'on va consommer pendant la durée de vie du bâtiment. D'accord ? Donc il faut savoir que le gaz est très défavorisé, donc tout fonctionne à l'électrique dans ce bâtiment-là. Le système de chauffage, c'est du panneau rayonnant à détection de présence. Le système d'eau chaude sanitaire, c'est des ballons thermodynamiques. Donc voilà, il n'y a plus de gaz sur cette opération. Ça représente également une économie de moins 34% de poids carbone sur l'IC Construction par rapport à la RE 2020. Donc en gros, une opération au seuil 2031 doit faire un tiers de moins de bilan carbone, voilà, par rapport à une opération RE 2020. Et puis, important aussi à comprendre, si on est arrivé à cette performance, c'est parce que cette opération elle contient 38% de moins de béton qu'une opération standard. Voilà. C'est grâce à ça qu'on y est arrivé. On voit là quelques images de l'opération. Et je vais pouvoir enchaîner sur la deuxième. Donc cette opération, elle sera livrée aux acquéreurs en octobre de cette année. Et le deuxième sujet, tu restes avec moi du coup ? Oui, tu peux rester. Donc le deuxième sujet, c'est l'opération Lorival que je vous ai parlé, donc à côté d'ici, 126 logements sur lesquels on a mis en place un système de traitement des eaux grises. Donc les principaux partenaires, c'est les cabinets d'architecture NAS et PPA sur l'opération. Donc c'est 126 logements répartis en 6 bâtiments collectifs et 5 villas, sachant qu'il y a un sous-sol commun sous les bâtiments A, B, C et D. Donc le principe, ça a été de récupérer toutes les eaux grises de tous les bâtiments, y compris villas, de les renvoyer jusqu'au sous-sol du A, B, C, dans lequel on aura des cuves de stockage et de traitement que je vous expliquerai tout à l'heure. Donc voilà à quoi ressemble un peu un système de filtration d'eau grise. C'est un peu ce qu'on peut retrouver dans l'industrie, parce que les industriels sont obligés de recycler leurs eaux usées. C'est exactement le même principe. Donc il faut savoir que ce dispositif permettra à la résidence d'économiser 9000 m3 d'eau potable par an. Voilà. Donc on arrive à produire 9000 m3 d'eau recyclée sur une année. Donc ça représente une réduction d'entre 25 et 30% de la consommation d'eau potable. Donc c'est quand même très important, surtout sur des régions où on commence à être de plus en plus en pénurie. Donc c'est un sujet, je pense, qui va arriver et qui sera bientôt obligatoire dans la dizaine d'années à venir, à mon avis. Donc j'ai fait un petit schéma de principe, je ne sais pas si vous arrivez à voir, mais je vais vous l'expliquer. Donc le principe, c'est qu'on récupère les eaux des salles de bain, machines à laver, de tous les appartements, par un réseau séparé des autres eaux usées. On les capte, on les envoie dans une cuve de stockage qui est au sous-sol. De cette cuve de stockage, on a des pompes qui renvoient cette eau grise brute, qu'on appelle, vers une centrale de traitement, donc c'était la photo que je vous ai montrée tout à l'heure, qui filtre l'eau en continu. Une fois qu'elle est filtrée, elle repasse dans une cuve de stockage d'eau grise traitée. On peut la conserver 48 heures. C'est la réglementation nous l'autorise. Donc on peut la conserver 48 heures pour la réutiliser. Et donc elle est réinjectée en permanence vers une alimentation d'eau dédiée qui alimente et couvre tous les besoins en chasse d'eau de tous les appartements. Et le complément est envoyé en arrosage. Il faut savoir que c'est une opération avec beaucoup d'espaces verts, dont d'ailleurs une microforêt en son centre. Donc elle nécessite beaucoup d'arrosage et avec ce dispositif, on arrive à couvrir 100% des besoins d'arrosage de l'opération. Donc les 9000 m3 par an couvrent 100% des besoins en chasse d'eau des WC et 100% des besoins en arrosage de la résidence. Voilà, essentiellement ce que j'avais à dire sur ce sujet-là. Donc pareil, c'est un système, donc c'est une opération qui est en cours de travaux, qu'on va livrer fin d'année à nos acquéreurs. Et donc le système de recyclage des eaux sera mis en service que 3 ou 4 mois après, en fonction du taux de remplissage des logements, parce que ça ne sert à rien de le faire fonctionner s'il n'y a personne qui y habite. Donc je pense qu'au premier semestre de l'année 2026, le système de recyclage des eaux grises sera en place et fonctionnera. Voilà.